Una della nostra conferenza, dunque di già quello della corsa che organizzate e oggi riceviamo un piacere e l'onore di ricevere Piero San Giorgio, un autore assai conosciuto in ciò che noi chiamiamo la sfera dell'antisistema e dunque ci ha dato oggi nella sua conferenza di esodese e di l'application possible in la Corsica. Donc je vous remercie à tous d'être venus à notre conférence organisée par le Cercle Terra Corsa. Donc, et nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Piero San Giorgio, un auteur anti-système très connu maintenant, qui s'est fait à la force du poignet une réputation plus que méritée, et qui va nous faire l'honneur de nous présenter ses thèses et ses applications possibles sur le contexte corse. Donc tout de suite la parole à Piero San Giorgio. Merci beaucoup. Merci à vous toutes et tous d'être ici. Alors ma foi, je connais très très mal la Corse. Il y a encore quelques mois, je n'étais jamais venu. Et donc tout ce que je connaissais de la Corse, à part ce qui était dans les livres d'histoire, c'était en gros Astérix, qui est un des meilleurs, hein, je pense. Il est très 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 bien. Et voilà, j'ai eu l'occasion, c'est ma deuxième fois que je viens en Corse, mais la première fois c'est il y a quelques mois. Et donc première fois à Bastia. Et en fait, ce qu'il faut que je dise, c'est que je suis d'origine italienne, du Piémont. Je suis suisse. Mais mes origines sont italiennes, donc je parle italien. Et donc, je comprends assez bien le corse. Hein, quand je l'entends parler, je comprends bien ce qu'il dit. En revanche, je ne sais pas comment je prononce les mots ici, parce que je ne sais pas si je dois les prononcer à la française, je ne sais pas si je dois dire Ajaccio, je ne sais pas. Donc, je vais essayer, donc je ne vais pas trop faire d'efforts par rapport à ça, parce que je ne veux pas me tromper. Mais voilà, en tout cas, du peu que j'ai ressenti entre... Là où j'habite maintenant, dans les montagnes corses et mes racines en Italie, je sens qu'on a pas mal de points communs, vous allez voir. Quand je vois certaines manières d'être, ou manières de penser, ou manières de vivre ici en Corse, je sens les points communs assez intéressants en tout cas, avec ce que je connais de ma petite existence personnelle. Voilà. Donc on va parler de pas mal de choses qui vont avoir un impact, à mon avis, assez important dans nos vies futur aujourd'hui. Alors tout d'abord, qui ici a déjà lu un de mes deux livres? Peut-être. Quand même, donc quand même un bon gros tiers de la salle. Ok, ça va, donc vous êtes pas suicidé. C'est bien, donc ça veut dire que vous avez compris le livre. Vous avez compris que le but c'est qu'en fait on va pouvoir vivre et non pas survivre. Bien. Alors, pour les autres, vous allez voir, pour ceux qui ont le livre, je vais répéter quelques-uns des concepts que j'ai étudiés, mais pour les autres, vous allez voir que ça vous donne envie de le lire ensuite ou pas, on verra. Mais mon objectif, c'est en gros, ce soir, c'est deux choses. La première, c'est d'échanger, donc pas seulement parler, mais aussi écouter. Donc je vais essayer de faire court, peut-être une petite heure, pour vous expliquer un petit peu, à mon avis, ce vers quoi on va dans les 10 prochaines années. Donc c'est plutôt des mauvaises nouvelles. Donc je ne suis pas porteur de très bonnes nouvelles par rapport aux 10 prochaines années. Mais ensuite, surtout, ce sera de dialoguer avec vous pour voir comment, par rapport aux particularités de la Corse, dans le contexte de ce qui est en train d'arriver à mon avis, comment vous pouvez vous en sortir ici en Corse pour justement tirer, si on peut, votre épingle du jeu des tendances lourdes qui sont en train d'arriver. Et comme je le dis toujours à chaque conférence, notamment les chiffres que je vais sortir et les informations que je vais sortir qui sont bien plus détaillées dans le livre, j'encourage toujours aux auditeurs en fait, s'il y a une chose qu'il faut apprendre dans la vie, c'est de se faire son avis par soi-même. Et donc de ne pas prendre pour argent comptant ce que je vais vous expliquer ce soir, mais éventuellement de vous donner des pistes de réflexion, d'aller réfléchir par vous-même, d'aller chercher les informations, de les vérifier, parce que c'est important, vous allez ressortir ce soir probablement avec quelque chose qui va bouleverser votre vision du monde, et que probablement il y a une phase de déprime qui précède une phase d'action. Mais il faut le faire en étant certain des données sur lesquelles on se base. Voilà. Donc je dis toujours, vérifiez vos informations et faites-vous votre avis par moi-même. Ne croyez pas les médias, ne me croyez pas moi, simplement faites-vous votre avis. Voilà. Alors, faisons différentes que d'habitude. Première petite histoire que je vais vous raconter. En 1943, sur l'île de Saint Matthews, dans le détroit de Bering, donc entre l'extrême-orient soviétique et l'Alaska, les gardes-côtes américains
ont décidé sur cette petite île déserte de poser des animaux, en l'occurrence des rennes, donc les animaux, pour les aviateurs américains qui, dans la guerre du Pacifique, se retrouveraient naufragés sur cette île et qui, au moins, pourraient chasser ces animaux et se nourrir en attendant les secours. Donc, ils ont débarqué sur cette île 29 rennes, des mâles, des femelles, et finalement, il n'y en a jamais eu besoin, et on n'est pas allé les chercher à la fin de la guerre. Et donc, lorsque, dans un environnement avec plein de ressources, puisqu'elles broutent les lichens, et sans prédateurs, il n'y a aucun prédateur naturel, il n'y a pas de loup, les rennes se sont multipliées. Et comme c'est un exercice assez intéressant avec des mammifères de grande taille, les services des parcs naturels américains ont fait chaque année un recensement du nombre de rennes et de voir un petit peu comment elles se multipliaient. Et ce qu'on voit, c'est que si on prend la population de 1944 à 1965, on voit que la population de rennes a commencé à 29 unités et a grandi pour atteindre 6000, sauf erreur. Donc en 1965, elles se sont multipliées, elles ont mangé les lichens, et quelques années plus tard, elles étaient 6000. Dans un environnement avec beaucoup de ressources, tout corps, tout animal, que ce soit une cellule dans un laboratoire ou un mammifère évolué, se reproduit jusqu'à prendre l'ensemble du territoire et consommer l'ensemble des ressources. Ce qui s'est passé en 1965, on a eu un hiver très froid, et les rennes ont consommé toutes les ressources qu'il y avait sur l'île. Et la population des rennes, au printemps 1966, avait été réduite à 40 unités. En fait, en biologie, on appelle ça, en anglais, on appelle ça overshoot. Je ne sais pas comment on dit en français. Mais en gros, c'est tout à fait classique. Vous pouvez faire l'exercice en laboratoire, dans un lycée, ou très facile. Lorsque vous atteignez la limite des ressources disponibles, la population qui a grandi de manière exponentielle décroît extrêmement brutalement. Pourquoi je prends cet exemple? C'est parce que si on regarde la population mondiale en 2010, on va prendre moins 2000. En fait, on devrait prendre moins 10 000. Allez. Si on regarde l'évolution de la population mondiale de la planète, sur Terre, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a une courbe qui fait à peu près ça. Si on prend milliards d'habitants, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En l'an 0, nous étions 250 millions, à peu près, sauf erreur. En 1815, défaite de... On n'a pas fait. Nous étions 1 milliard. En 1930, nous étions 2. Et puis, 1930, pardon, 2. Et aujourd'hui, nous sommes 7. Et dans 6 ans, nous serons 8. Ce graphique devrait nous rappeler celui-là. C'est-à-dire que dans un environnement qui est une planète, où par définition les ressources sont limitées, il arrive un moment où on va atteindre la limite. Tôt ou tard. Est-ce que c'est maintenant? Est-ce que c'est dans 10 ans? Est-ce que c'est dans 100 ans? Est-ce que c'est dans 1000 ans? Ça, c'est une question qui doit rester ouverte. Mais en tout cas, la courbe en ce moment, elle n'est pas dans cette phase-là, elle est plutôt dans cette phase d'augmentation exponentielle verticale. En anglais, ils appellent ça la tige de hockey. Parce que ça ressemble à une tige de hockey. Voilà, hockey stick. Maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est on ne peut pas savoir si on atteint la limite des ressources. Mais on va prendre un deuxième exemple théorique. Vous allez voir, je vais faire un peu de théorie au début. C'est important de se mettre dans le crâne certains concepts très importants. Si vous avez un environnement donné, avec des ressources déterminées, sur cet axe, vous avez le nombre de ressources, 100%, 0. Et que vous avez une progression exponentielle de la consommation de ces ressources. Chaque année, vous en consommez 1%. La courbe, elle va avoir... C'est une courbe classiquement exponentielle. Qui a fait des maths ici et qui comprend l'exponentielle? Un petit peu. Bon. C'est dur pour l'être humain de comprendre l'exponentielle.
Mais l'exponentielle, c'est une courbe, et vous allez voir pourquoi c'est dur. Ça, c'est un graphique clé pour comprendre. Si vous avez votre croissance de 1%, ça aurait pu être une croissance de 10%, de 15%, la courbe est exactement la même graphiquement. Simplement, on va y aller plus vite. Et qu'ici, vous avez, sur cet axe-là, vous avez le temps. On est d'accord? Vous me suivez? Ici, à un temps t, vous avez consommé 100% des ressources. D'accord? La question est, à quel moment vous avez consommé la moitié des ressources? T sur 10, T sur 2. Vous voyez ce que je veux dire? La moitié des ressources, elle est là. C'est facile, je vais le faire pour vous. On va faire une intersection. C'est à quel moment? C'est à ce moment-là. Donc on revient ici. Ce petit temps T là, c'est le moment. Donc par rapport au début de la consommation des deux ressources, où on a 0, et le moment où on a atteint à un temps T toutes les ressources, le moment où on a atteint la moitié, il est vachement plus proche de la fin qu'il est du début. Vous me suivez? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand, dans un monde exponentiel, et que vous allez bouffer toutes les ressources disponibles, comme les rennes sur l'île, le moment où vous êtes proche de la fin, le moment où vous êtes à la moitié, en fait, est très proche du moment où vous avez bouffé 100%. Ça, c'est super important à comprendre. Pourquoi? Parce qu'on va prendre la ressource la plus importante qu'on ait besoin aujourd'hui, c'est le pétrole. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, tout ce que vous portez sur vous, tout ce que vous mangez, vos moyens de locomotion dépendent d'une seule et unique ressource fondamentale, le pétrole. Et en plus, du pétrole bon marché. Tout le reste découle de cela. Sans pétrole, pas de mécanisation, pas d'agriculture intensive, pas de grosse productivité par hectare. Sans pétrole, pas de transport, pas de matériaux, pas de bouffe dans les supermarchés. C'est fondamental. Donc notre société, notre monde moderne tel qu'on le connaît aujourd'hui, est entièrement basé sur cette ressource-là. Donc la question qu'on devrait se poser, c'est combien de temps nous reste-t-il de pétrole? Et vous allez voir, c'est surtout du pétrole bon marché qui compte. Alors, c'est là où il faut comprendre comment fonctionne le pétrole. Donc, ma première parenthèse, c'est sur l'exponentiel. Okay. Deuxième parenthèse et dernière parenthèse, comment fonctionne le pétrole. Après, on rentre dans le vif du sujet. Mais il faut placer ces notions. Alors, pour comprendre le pétrole, moi j'ai travaillé pas mal dans l'industrie, en l'occurrence informatique, et on a vendu beaucoup de gros systèmes logiciels à des grands producteurs de pétrole, en France Total, British Petroleum BP en Angleterre, Shell, en Afrique, partout, et puis en Saudi Aramco, Kuwait Petroleum, etc. Donc j'ai pas mal eu l'occasion pour leur vendre des gros bidules qui coûtent cher, de bien comprendre comment fonctionne leur industrie. Ça, c'est dans ma vie passée. Et en fait, le pétrole, c'est très simple. Vous avez un gisement. Donc un gisement de pétrole, comment ça fonctionne? On découvre du pétrole il y a 150 ans, dans les premiers gisements de pétrole en Pennsylvanie, puis ensuite au Texas, puis ensuite au Moyen-Orient, dans le sud de l'Irak, Koweït, Arabie Saoudite. En gros, on connaissait la nafte, on savait qu'il y avait des endroits où il y avait ce produit huileux qui sortait et qui pouvait brûler dans certaines conditions. Et donc simplement, à l'époque, on fore un trou, avec pression ça sort, on met un derrick par-dessus, on commence à le pomper, on le met dans des tuyaux, on le stocke, ensuite on le transporte par bateau, là on en a besoin. Donc c'est une industrie assez ancienne, c'est à peu près 150 ans. Et un gisement de pétrole, eh bien, il a un certain volume. Donc vous avez une certaine capacité et vous commencez à l'extraire. À partir du moment où vous commencez à l'extraire, donc vous avez un certain volume, millions de barils, ou milliards de barils, ça dépend comment vous comptez, et sur un certain temps, eh bien, vous allez commencer à l'extraire, vous allez arriver relativement rapidement à une extraction maximum,